Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Laurane Chid et on va parler d'engagement et de promotion immobilière. Jusqu'à ce que je rencontre Laurane, je ne pensais pas que ces mots pouvaient coexister. Pour moi, la promotion immobilière, j'associais ça à un métier masculin déjà, et les mots qui me venaient à l'esprit étaient l'argent, la marge, beaucoup de marge, le profit, faire un coup immobilier, s'enrichir. Et je n'avais pas conscience qu'on pouvait y accoler les mots comme durable, conscience, engagement, responsable, écologique, respect de la terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire de la promotion immobilière engagée? Jamais entendu parler. Alors quand en plus j'ai compris que Laurane était à la tête de sa propre boîte de promotion immobilière et qu'elle était la seule femme en France à occuper cette position, j'ai eu envie d'en savoir plus. Bonjour Laurane, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Bonjour Anna. Alors c'est ce que je te disais en intro, maintenant je commence en fait les entretiens Genre de Fille. Je ne pose plus la question pour savoir si mes invités vont bien ou pas, puisque je sais que tu vas bien. Mais j'explique en fait le premier souvenir que j'ai de ces invités lorsque je les connais un petit peu. Nous, on s'est rencontrés toutes les deux lors d'une retraite de yoga en Corse cet été. Et moi, ce qui m'a Ouais. marqué, la première fois qu'on s'est parlé, on était dans un groupe, et lorsque tu as pris la parole et que tu parlais de ton boulot, tu as expliqué que tu étais la seule femme en France à avoir créé ta société de promotion immobilière éco-responsable ou responsable. Je ne sais pas si je dis bien les Ouais, termes. ouais, ouais, tout à fait. Ok, et c'est donc ça m'a beaucoup marqué. J'aimerais que tu nous expliques en fait ce que tu fais et ce que c'est d'être la seule femme à la tête de sa société de promotion immobilière éco-responsable. Ouais. Alors déjà, d'être la seule femme, à presque faire, de la promotion immobilière, mais on va dire pour être bien précis qu'effectivement je suis, la seule femme à avoir une, société de promotion immobilière écologique. Donc en fait, moi pendant le 1er confinement, j'ai décidé de créer ma société de promotion immobilière et bon, j'ai fait ça parce que j'avais besoin vraiment de m'aligner avec mes convictions, avec mes valeurs. J'adore mon métier de bâtisseur. Faire de l'immobilier, c'est bâtir, donc c'est un métier que j'aime énormément. Mais j'avais envie de le faire, de façon, plus responsable, plus consciente. Je pense que le cheminement, spirituel m'a amenée à ça beaucoup. Ouais. Et donc j'ai créé ma société de promotion en me disant: «Ce que je peux faire pour les autres, je peux le faire pour moi-même» et il y a un moment dans la vie où on est prêt à travailler pour ses propres désirs. Je me suis dit que c'était le moment. Je pense que le covid, a été cette période, qui a été très intense émotionnellement pour nous tous, a été, une belle opportunité pour moi de prendre mon envol et d'accepter que, j'avais quelque chose de différent à proposer et que ma vision, du monde, de l'immobilier était une vision, qui n'était pas aujourd'hui appliquée par d'autres et donc que j'avais, ma place. Ça c'est j'en parle parce que c'est important quand on est une femme, souvent on a tendance à se sentir illégitime, Ouais, pour, complètement. prendre, position, et surtout dans des corps de métier qui sont des corps de métier très masculins, très patriarcaux. On a tendance à accepter d'être, sur des fonctions support, mais d'être, exécutante et exécutant de sa propre vision, ça demande, du courage. Ça demande, d'accepter que l'on a, quelque chose à offrir au monde, qui soit différent de ce qui existe aujourd'hui. Donc moi, je me suis sentie prête à dire ma vérité et à mettre en œuvre ma vision, et donc j'ai créé ma société. Donc du coup, je fais de l'immobilier, de façon très consciente, très responsable. C'est précisément ça veut dire que je fais des projets qui sont, avec des matériaux naturels, locaux, biosourcés, avec du recyclage. Donc avec beaucoup plus de bon sens que ce qui m'est fait aujourd'hui, avec un bon sens pratique, remis à l'œuvre, une forme de retour à de l'artisanat, une forme de retour au sacré,
de l'acte de bâtir, en fait. Voilà, et je fais du logement et des hôtels en France et au Portugal, pas uniquement pour des gens qui auraient, énormément de moyens pour pouvoir se payer une maison écologique, mais pour tout le monde, puisque je fais du logement qui va du logement social à l'accession à la propriété. Et puis je fais des écolieux, mais aussi des hôtels plus haut de gamme. Et tout ça éco-construit de façon vertueuse, c'est-à-dire que l'enveloppe du bâtiment est bien pensée, est bien traitée, comme on traite très bien sa propre peau. Et l'intérieur du bâtiment est bien traité, comme on prendrait soin de son propre corps. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose dont tu avais déjà conscience quand tu as passé, 10 ans dans la promotion immobilière classique? Est-ce que le fait que ce soit une industrie, on le sait, qui est assez, qui est polluante, c'est quelque chose déjà, je veux dire, c'est ça te titillait déjà ou tu as eu un déclic, ou en Ouais, gros pendant 10 ans ça t'a ouais, c'était latent. Bon, je voyais bien que c'était une industrie qui participait à l'artificialisation des sols, à la densification urbaine, ça, bien sûr. J'avais conscience qu'il fallait réintroduire de la biodiversité, qu'il fallait végétaliser les lieux que l'on faisait. Mais j'étais chez un promoteur qui avait quand même à cœur d'être innovant et qui avait pour parti pris surtout de faire des lieux pour des personnes qui n'avaient pas les moyens d'accord. d'avoir accès à du beau. Donc ça, c'était le parti pris que je trouvais très, très vertueux et qui végétalisait beaucoup ces lieux. Donc si tu veux, bon, ça, j'étais plutôt en accord avec tout ça. J'étais moteur sur les sujets de biodiversité. J'étais moteur sur des sujets de voilà, comment on crée du lien à travers les lieux que l'on crée, comment on participe aussi à éduquer les gens. Ouais. Parce que créer un lieu, c'est pas uniquement créer une enveloppe, c'est le cadre d'une vie. Donc, comment on utilise ce bâti pour transmettre quelque chose. Donc ça, c'était des sujets qui m'étaient très chers. Mais c'est vrai que sur l'usage des matériaux, j'étais pas complètement prête. Je ne comprenais pas complètement la façon dont on pouvait faire mieux. Donc, quand j'ai décidé de créer ma société, j'ai pris du temps pour comprendre ce que faisaient les concurrents, pour comprendre ce que ça voulait dire de faire écologique. Parce qu'on entend tellement de choses, qu'il y a tellement de greenwashing, que c'est tellement utilisé pour faire de la Ouais. communication, que finalement, j'avais besoin d'y voir un peu clair. Donc, j'ai pris plusieurs mois pour vraiment analyser tout ça. Et je me suis rendu compte que souvent, quand on parlait d'écologie dans mon corps de métier, on parlait de bois parce qu'il y avait une mode, mais que finalement, c'était pas toujours très juste parce que c'était souvent pas local. Puis que faire des immeubles en bois, mais tu vois, quand tu dois après mettre de la climatisation, c'est pas juste. Et donc, je me suis vite rendu compte que ce qu'il fallait faire, c'était avoir une démarche finalement très biomimétique. Le biomimétisme, ça veut dire comment on s'inspire du vivant pour innover. Donc, en fait, les animaux, ils ont déjà un cahier des charges qui est très précis, ils savent très bien faire. Le castor, quand il construit, bah, il fait avec ce qu'il a, là où il est, et puis généralement, il construit pas plus que ce dont il a besoin. Donc, je me suis dit, bon, très bien, on va regarder un peu ce que font les animaux, ce que fait le vivant. Comment procède le génie du vivant. Et donc, je vais m'inspirer de ça pour faire moi-même mes bâtiments. Et je pense que là, on aura la bonne réponse parce que ça sera juste. Et finalement, ça marche assez bien de fonctionner comme ça parce que ça nécessite de retourner à des questions qui sont tout à fait fondamentales de quels sont nos besoins, qu'est-ce qui va satisfaire nos besoins, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir un cadre de vie qui est harmonieux. Tu vois, souvent, on me pose la question de est-ce que vous êtes plutôt favorable à faire de la densité verticale ou horizontale? Est-ce que vous êtes favorable au tour ou à l'étalement urbain? Finalement, la réponse la plus juste, elle est celle de construire des lieux qui sont harmonieux. Donc, c'est valable à la fois sur des questions urbaines, des questions architecturales, des questions esthétiques, mais aussi finalement sur la conception. En fait, la juste réponse pour moi, elle est celle de l'harmonie que l'on crée. Et c'est valable d'ailleurs, à mon sens, pour presque tous nos métiers. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que l'on crée de l'harmonie pendant notre passage sur Terre. Et quelle a été la réaction, l'accueil que tu as eu quand tu as annoncé en fait: «Alors non seulement je monte, ma structure de promotion immobilière,
et en plus, ce sera éco-responsable. Quel accueil tu as reçu, en fait? Il y a 2 choses. D'abord, quand moi je propose de faire un immobilier, éco-responsable, beau, et qui, en plus, rentre dans les coûts, on ne me croit pas. On ne me croit pas parce que finalement ça invalide, la théorie, que l'on sert aujourd'hui à toutes les sauces pour justifier que l'on ne fasse pas de l'écologie, à savoir que nous ne pouvons pas faire de l'écologie parce que c'est trop coûteux et que du coup, on rentrerait pas dans nos coûts. Donc, la majorité des promoteurs aujourd'hui utilisent cet argument pour ne pas faire écologique. Le foncier est trop cher, le coût de la construction a augmenté, donc on ne peut pas faire de projet, écologique. Ou on peut faire, des petites touches d'écologie comme ça, mais on ne peut pas faire des projets qui soient totalement exemplaires. Donc déjà, la 1re chose, c'est de dire: «Bon, on ne voit pas trop comment vous faites». La 2e chose, il y a beaucoup de curiosité, curiosité parce que moi j'ai une proposition qui est très différente. C'est-à-dire que, je suis une femme dans un milieu d'hommes, je suis blonde aux yeux bleus, Ouais. c'est-à-dire que je suis plutôt encore jeune et je propose de faire un immobilier qui soit complètement disruptif puisque je propose de faire de la promotion immobilière écologique. Donc, une innovation qui est quand même encore une innovation de rupture. Donc on me regarde un peu comme un ovni et puis, on attend que je m'écroule. C'est-à-dire qu'on attend de voir, jusqu'où je vais aller, on m'explique que tant que j'ai rien livré, bah, voilà, on s'intéressera à moi plus tard, quoi, finalement. Ouais. Je fais pas des t-shirts, donc pour un projet immobilier, ça met du temps à sortir, ça met du temps à se développer, ça met du temps à se construire et à se livrer. Donc ça demande, beaucoup de patience, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de persévérance. Donc voilà, donc moi je navigue au milieu de tout ça. Je vois bien là, en ce moment, je suis en train de faire une levée de fonds. Je vois que, mon métier, qui est celui de l'immobilier, n'est pas le seul qui soit, très, masculin. Je vois bien la difficulté avec laquelle, à quel point c'est difficile de trouver des investisseurs qui soient des femmes sur ces sujets. Donc Ouais. ça nous appelle à beaucoup de réflexions sur, la transition qui est la nôtre en ce moment, sur, l'évolution de tous ces métiers qui sont très, très masculins. Moi, je suis courageuse et j'ai la chance d'être, positive. Ça, c'est vraiment pour moi, mon plus grand don parce que ça me donne le courage d'affronter ces épreuves et de me dire d'être dans l'espérance et de me dire, bien sûr que c'est difficile, mais au bout du chemin, peut-être qu'on ira vers un monde où il y aura plus de femmes qui construiront, beaucoup plus de femmes qui bâtiront, qui créeront et beaucoup plus de femmes qui supporteront, les projets d'autres femmes. Voilà, je vois ça avec, bien sûr que le chemin à parcourir est encore, long, mais en même temps, sur ce chemin, je pense qu'on va tous grandir et que, l'avenir sera plus lumineux. Donc, je suis assez positive. Et à ton avis, pourquoi la promotion immobilière, à la base, c'est un milieu d'hommes? Je pense que c'est un milieu d'hommes parce que c'est un métier qui est très financiarisé et donc la finance aussi est un métier très masculinisé, donc Ouais. surtout dû à ça et puis cumulé à la financiarisation, de ce métier, il y a aussi que c'est un métier de constructeur. Donc voilà, donc un métier qui touche à des corps de métier très, très manuels et donc on est resté à des fonctions qui sont, pour des hommes, voilà. Mais bon, c'est parce qu'on a encore énormément de chemin à faire, Ouais. énormément, énormément à faire. Est-ce que tu as beaucoup souffert du sexisme pendant, enfin, quand tu étais dans la promotion immobilière, classique? Ouais, j'ai beaucoup, souffert du sexisme et de ce plafond de verre où finalement, on est content d'avoir des femmes pour apporter des idées, mais quand il s'agit d'avoir des postes à haute responsabilité, voire de direction générale, bon bah, ce sera pas forcément une femme, quoi. Donc oui, oui, j'ai souffert de ça, j'ai souffert aussi beaucoup, d'une sorte, d'omerta, c'est-à-dire que,
Il y avait beaucoup d'hommes à des postes très élevés qui n'avaient pas envie de me voir évoluer, qui avaient peur de la place que je pourrais prendre et de l'ombre que ça pourrait mettre sur eux. Fameux Voilà, boys club. exactement. Ça a révélé beaucoup d'insécurité chez eux, en tant qu'hommes, tout simplement, je pense. Et puis, ils n'étaient pas prêts à absorber cette transition-là. Donc du coup, ça se manifestait par un peu de violence, par du sexisme, parfois du mépris. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dur dans ton travail? Qu'est-ce que tu trouves le plus dur? C'est quoi tes principaux challenges? Mes principaux challenges, c'est de m'entourer de personnes qui aient la même vision éco-responsable du monde que j'ai envie de bâtir. Donc c'est de m'entourer de ces bonnes expertises-là, d'experts éco-conscients, et puis de faire monter des femmes en compétences sur ces sujets, de ne pas tomber dans le biais qui serait par facilité et par les peurs que je peux avoir en ce moment, parce que je structure ma société, de ne m'entourer que d'hommes parce que c'est ce qui est le plus facile aujourd'hui. Ce serait de finaliser une levée de fonds uniquement avec des hommes, ce serait de ne m'entourer que d'hommes. Et donc, je fais l'effort de lutter contre mes peurs Ouais. pour pouvoir avoir une société qui soit à l'image de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire une société qui soit plus paritaire, à l'image de la société que j'ai envie de voir plus paritaire, et une société plus éco-responsable et plus consciente, à l'image de la société que j'ai envie de construire plus consciente. Voilà. Donc, ça me demande de ne pas tomber dans la facilité. Voilà. Parce que là, en fait, il y a peu de femmes dans ce milieu, donc j'imagine qu'en gros, c'est Ouais. à toi d'aller les chercher et de les convaincre de venir? C'est à moi d'aller les chercher, c'est surtout à moi d'aller chercher les femmes investisseurs et les experts pour m'entourer. En revanche, j'avoue que j'ai beaucoup de chance parce que, j'ai beaucoup de personnes qui spontanément me contactent pour intégrer ma société et qui sont des femmes. Donc là, c'est très encourageant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Pendant plusieurs mois, je disais: «Je ne mettrai pas d'annonce, je vais attendre qu'une des femmes viennent à moi en étant attirée par ma société. J'ai envie de femmes, qui soient, activistes pour le climat, qui soient engagées sur ces thématiques, d'éco-responsabilité, qui aient aussi, un background, d'immobilier et qui soient, des femmes, idéalement, avec une pratique méditative, qui fassent du yoga, qui soient voilà, donc qui soient un peu dans mon univers». Et tout le monde m'a dit: «Écoute, là, tu cherches une aiguille dans une botte de foin, ça Ouais. n'arrivera jamais». Et il se trouve que je suis partie, en retraite de yoga, voilà, à la Toussaint, il y a quelques mois, là, quelques semaines. Je suis rentrée de retraite et le lendemain, j'ai eu des mails, de femmes qui correspondaient exactement à ce profil et qui avaient envie de participer à cette aventure à mes côtés. Donc, je pense que, Pas forcément heu, des femmes qui étaient à la retraite, c'est juste non, que pas ah des d'accord. femmes qui sur des podcasts comme le tien ou à des Ouais. événements, des conférences et qui avaient envie de ça et de vivre cette aventure-là. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, on attire à soi ce qui est juste. Il y a quand même, un petit peu de frein en ce moment sur des sujets financiers, d'investissement, mais je pense que tout ça va se dilater dans les prochains mois et qu'on est quand même, dans une, période d'ouverture. Donc je suis plutôt, enjouée. Je pense que les prochains mois vont être, merveilleux et je vais vivre dans la joie la transition que je suis en train d'apporter dans mon métier. Donc, ça m'enchante. Il y a une phrase que tu as dite dans une interview qui m'a beaucoup marquée, et qui peut un peu correspondre, je ne sais pas, aux difficultés que toi tu pourrais avoir, mais tu dis à un moment, je te cite: «Ce que je pense, c'est que tout cela est une question de marge à laquelle on peut renoncer si on en a envie. Il faut que les promoteurs aient un véritable engagement financier lié à une certaine philanthropie». Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, quand on me dit: «Comment tu arrives à atteindre, de la rentabilité, en faisant des projets éco-responsables?» J'ai 2 réponses. La première, c'est que, il y a des process dont il faut sortir, il y a, des nouveaux modes de construction, qu'il faut adopter.
Ouais. Et ma seconde réponse, c'est qu'on a tous aussi notre libre arbitre et notre capacité de dire: «Je vais réduire ma marge sur telle opération parce que ça fait partie de mon engagement philanthropique environnemental». Et donc, bien sûr que je ne fais pas faire de projet à perte. On gagne toujours de l'argent quand on fait des opérations immobilières. Je ne connais pas d'opérations qui aujourd'hui, sur lesquelles des promoteurs s'engagent, Ouais. perdant de l'argent. Mais on peut s'asseoir un peu sur sa marge et se dire qu'une partie de sa marge est fléchée pour faire des projets qui soient des vitrines, et des projets exemplaires, éco-responsables. Voilà, donc c'est mon parti pris. Je pense qu'avec le temps, on aura plus d'outils pour faire des projets, écologiques avec plus de facilité, donc c'est aussi une question de temps. Mais pendant cette période de transition, on peut aussi faire des efforts et effectivement, s'engager aussi financièrement, en tant que société au service, du climat. D'accord, c'est hyper intéressant. Enfin, je veux dire, c'est rare d'entendre ça aussi, d'avoir un discours, tu vois? Même de parler d'un engagement par rapport à des marges, en tout cas, moi, c'est la première fois que je l'entends, ça je trouve que ça fait du bien d'entendre une parole comme ça. Ouais, je pense qu'en fait, il faut avoir une forme d'engagement, il faut avoir une vision holistique de son engagement écologique. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que sur certains pans et pas sur d'autres. On doit avoir, une implication, sur ces sujets qui doit être, une implication globale. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu montres que c'est pas incompatible. Je veux dire, on a tous l'image, enfin, en tout cas, moi, j'ai cette image de la promotion immobilière, comme tu dis, d'un milieu, où les marges sont enfin, en gros, voilà, que c'est il y a beaucoup de richesse, d'argent mais qu'en fait, ce que tu dis et c'est hyper intéressant, c'est que c'est pas incompatible avec le fait d'avoir un engagement philanthropique en accord avec ses valeurs à soi. On peut faire de la promotion immobilière et on peut être en accord avec, ses valeurs, et son côté holistique, comme en tout cas toi, c'est le cas. En fait, on doit décider que c'est un prérequis. On doit décider que c'est une priorité et que le projet doit tourner autour, de son éco-responsabilité. Voilà, ça n'est pas, quelque chose qu'on l'on ajoute à la fin de la conception. Ça n'est pas un plus, Ouais. ça n'est pas une ligne en plus, pour pouvoir décrire le projet et vendre le projet. C'est la base du projet et c'est son essence. Et tu es sur quel projet du coup en ce moment, si tu peux nous en parler? Ouais. Alors, je suis sur des projets, de logement qui sont des projets souvent mixtes, avec, du logement en accession, mais aussi, du logement social. Et ça, j'aime bien parce que ça veut dire qu'on donne accès à des projets éco-responsables, à tout le monde. C'est des projets où généralement je reste propriétaire, des pieds d'immeuble pour pouvoir, assurer la pérennité éco-responsable, écologique de ces projets avec, du commerce et de la programmation, avec des commerçants locaux et conscients, en pied d'immeuble. Donc c'est un peu dans toute la France, tu vois? J'ai un très, Ouais. très beau place qui va être, je pense, ma vitrine parce que c'est un projet qui est très grand et qui, va utiliser beaucoup de réemploi et qui va être, absolument éco-responsable, de A jusqu'à Z. Je tiens beaucoup à ce projet, j'en parlerai en 2022. D'accord. Et puis j'ai des projets aussi, en Île-de-France qui sont des plus petits projets, qui sont des projets en modulaire, bois, qui utilisent, du réemploi en façade. J'ai un beau projet dans le sud de la France aussi qui végétalise une grosse partie de la parcelle sur laquelle on s'implante. Et puis, un projet au Portugal, puisque j'ai fait l'acquisition de 10 hectares dans l'Alentejo, qui est, un territoire qui est absolument, magnifique, Ouais. très fertile, où je vais faire un projet d'hôtellerie, éco-responsable avec, beaucoup de permaculture. D'accord, c'est déjà pas mal. Tu en as des projets. Ouais, c'est pas mal. Et quel projet tu aurais adoré réaliser? Quelle réalisation tu vois aujourd'hui parfois et tu te dis, «J'aurais adoré faire ce truc»? Ouais, alors, ça, c'est une question qui est un peu difficile, non pas Oui. qu'il y ait pas d'autres, projets, exemplaires qui existent. Ou Hem, peut-être qu'il n'existe pas encore, hein. Enfin, peut-être qu'il y a ouais. pas de projet où tu te dis, «J'aurais adoré le Disons que faire». le projet que j'adorerais faire et le projet que je suis en train, d'imaginer en Alsace et qui est un projet d'écoquartier. Ce que j'aime bien, c'est l'idée de ne pas uniquement faire, un bâtiment comme ça isolé, bien sûr qu'il soit exemplaire, mais c'est de vraiment faire un bout de ville,
en repensant complètement les cheminements, en repensant la façon dont on peut créer de la mixité et en repensant la façon dont on peut vivre à travers de la permaculture, comment on peut faire des lieux de vie où le partage se fasse dans le jardin, faire des lieux de vie où l'échange se fasse au contact de la terre. Et donc ça, à partir de ça, de se dire, je vais imaginer un lieu où le cœur du quartier, ce sera le jardin, ça sera le jardin nourricier, ça sera le potager, où les gens vont se croiser ici, les gens vont échanger, les gens vont s'éduquer à une autre façon de vivre. Et autour de ça, je vais faire du logement, je vais faire du restaurant, je vais faire du commerce. Mais ce qui va réunir tout le monde, ça va être le potager, ça va être le jardin, ça va être la terre, qui va réunir tous les âges et qui va réunir tout le monde, que l'on soit propriétaire ou que l'on soit locataire, que l'on soit dans du logement social ou ou que l'on soit commerçant. Ouais. La terre permet de créer le lien. Je pense que c'est la vraie thématique de ces prochaines années. Comment on se nourrit du sol, en fait, les uns les autres, et comment on crée du lien entre nous à travers ce contact très nourricier et très nourrissant pour notre humanité. Ouais, c'est passionnant. En plus, on sent quand tu en parles que on sent que tu es Ouais, ça m'a. aligné, on sent que c'est ta place. Oui. Ouais. Alors moi, il y a une nouvelle question. Je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, elle est journaliste au Monde. Elle fait des portraits de femmes et elle pose cette question, qui a même donné un livre. Je ne serais Ouais. pas arrivée là si. Je vais te demander de compléter cette phrase, Laurane. Mhm. Je ne serais pas arrivée là si. Si je n'avais pas traversé toutes ces épreuves et dû me battre, parce que finalement, les épreuves que j'ai traversées, qui ont souvent été très douloureuses, elles m'ont amenée à la méditation, elles m'ont amenée à un cheminement spirituel qui donne du sens aujourd'hui à mon action, qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc finalement, c'est cette traversée solitaire, cette traversée du désert, parce que j'ai souvent été seule dans ma vie et j'ai souvent souffert de cette solitude, de la solitude dans les embûches. Je pense que c'est cette solitude-là, ces épreuves-là qui m'ont révélée à moi-même, qui m'ont fait comprendre qui j'étais, qui m'ont fait comprendre quelle était ma place. Et je n'ai même pas encore terminé tout ce cheminement. C'est le cheminement d'une vie entière. Mais aujourd'hui, je me sens sur le chemin, sur mon axe. La route est encore longue et heureusement pour moi, mais je sens que je suis sur une voie qui est la voie de mon épanouissement. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu m'offrir, que la vie ait pu m'offrir. Qu'est-ce qui t'anime? Ce qui m'anime, c'est d'être connectée à la terre. Non pas de faire mon métier pour me dire je vais sauver la planète. Hein, je sais très bien que ça n'est pas mon rôle, mais c'est que ma connexion à la terre, qui est quelque chose de vraiment très fort aujourd'hui pour moi, participe à mon épanouissement. Ce qui m'anime, c'est de savoir que je peux toujours retourner à cette connexion pour trouver mon chemin et continuer à être dans la joie. Donc, mon objectif, c'est de continuer à faire mon métier joyeusement, avec beaucoup de légèreté, Ouais. et voilà, et de me dire que ce qui fait du sens nous aligne et nous rend joyeux, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui te met hors de toi? Alors, évidemment, c'est pas parce que je fais du yoga et de la méditation que colère, ni d'agacement, ni de moments de tristesse. Bien au contraire, le yoga et la méditation, ça me permet de traverser ces émotions-là, mais elles existent, hein, et heureusement parce qu'elles nourrissent mon évolution. Ce qui me met en colère, c'est le mépris pour les femmes. Ça me met en colère. Qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de Genre de Fille? Bah, Joséphine Baker, mais tu peux plus. Non, ça va être Heu, compliqué. ouais, heu bien sûr, Anne Bianchi. Ah, OK. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Laurane? Je suis une fille, j'ai envie de dire, libre, profondément libre, et profondément joyeuse.
Merci beaucoup, Laurane. C'était hyper intéressant. Et je te souhaite beaucoup de réussite pour ta boîte. Merci, et merci à Genre de Fille. Au revoir, Laurane. Au revoir, Anna. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!